Monsieur Fabrice Velli, bonjour. Merci d'être venu dans les studios de GEM Radio, municipal 2026. On est à quelques jours du premier tour. Et donc, je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Ravi d'être dans vos studios. Donc Fabrice Velli, candidat à Codan pour la liste Vivons Codan. Vivons Codan, combien d'habitants? Alors, selon le dernier recensement, on approche des 7400 habitants à Codan. Constituer une liste à Codan et ailleurs, c'est pas forcément facile. Vous avez eu des difficultés? Alors, c'est pas un exercice facile dans le sens où vous avez des critères d'exigence quand même assez forts. Donc, en termes de, bien sûr, la parité, puisque ça c'est obligatoire. On essaye aussi de respecter un certain équilibre géographique, un certain équilibre aussi dans la classe d'âge. Hein. On veut avoir une équipe. Là, la moyenne d'âge est de 50 ans. Donc, voilà, ça situe un peu la perspective. En tout cas, il y a un équilibre il y a plusieurs équilibres à respecter. Il y a également une parité en termes de profession. On essaye d'avoir aussi des gens qui soient représentatifs de différents milieux professionnels, des agriculteurs par exemple sur Codan, puisque nous sommes une commune agricole, mais aussi des cadres, des ouvriers, des techniciens, enfin voilà, ce qui compose la population codanaise de façon générale. Donc il faut essayer d'équilibrer tout ça. Et à partir de ces critères-là, vous allez effectivement, vous avez déjà une équipe de sortants, hein, puisque il y avait 25 élus sortants, donc il y a la moitié qui repart, à peu près 12 repartent. Et donc à partir de là, vous allez effectivement voir des personnes. Alors quand il s'agit d'aller voir des personnes, vous allez voir qui? Vous allez voir des gens qui sont investis déjà dans la vie locale, que ce soit de façon associative ou professionnellement. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà, entre guillemets, vous avez déjà repérés dans vos fonctions passées, vous les avez déjà vus, parce que vous vous doutez que ces gens-là, s'ils sont déjà investis dans la vie publique, de façon, enfin, quel que soit cet investissement, ils seront peut-être plus enclins à s'intéresser à la vie communale et peut-être à répondre favorablement et en tout cas à pouvoir discuter, entamer un échange avec eux, puisque l'objectif c'est de partager ce qu'on veut faire aussi pour la commune, voir un peu quelles sont leurs attentes et voir comment ce projet-là peut correspondre aussi à leurs attentes, puisqu'on est là sur un engagement long. Hein, on part pour 6 ans, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre avec sérieux et on ne peut pas aller voir les gens comme ça sans avoir préparé les choses. Et en tout cas, il faut avoir un projet à leur proposer et aussi pour qu'eux puissent s'engager et avoir cette nécessité d'un engagement réciproque vis-à-vis d'eux pour que le fonctionnement du groupe soit sur une durée de 6 années. Alors votre engagement, c'est aussi au sein de l'agglomération. Vous êtes vice-président et vous avez aussi une fonction particulière par rapport à ce côté inclusif sur les mobilités réduites. Ouais, alors c'est sur Et autres. ouais, c'est parce que c'est pas que les personnes à mobilité réduite, c'est sur l'ensemble des champs du handicap. Effectivement, donc je suis vice-président chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et c'est au titre de l'innovation que cette mission m'a été confiée. Donc le projet HIT, donc Handicap, Innovation, Territoire, qui est porté par Lorient Agglomération avec d'autres acteurs, en particulier Carpap, hein, qui est bien connu sur le territoire. Et ce projet HIT, donc qui a démarré en 2020 et qui s'achèvera en 2027, vise donc à faire de Lorient Agglomération un territoire inclusif de référence. Quand on dit de référence, c'est parce qu'il doit servir de modèle pour d'autres territoires en Bretagne, en France, partout, puisque c'est un projet financé par le gouvernement français. Donc forcément, il attend aussi un retour à l'échelle du pays. Et donc je pense que ce projet HIT a été une belle réussite. Alors il n'est pas fini, hein, il reste encore 2 années d'exercice, mais en tous les cas, les actions qui ont été menées à ce jour sont assez visibles et je pense qu'elles changent aussi le regard que les Lorientais, au sens agglomération, ont du handicap. Et l'idée, c'était de faire du handicap non pas un poids, non pas une charge, mais plutôt une force, hein, pour à la fois sur le volet économique et sur le volet social, puisque il y a à peu près, bon, ça dépend ce qu'on considère comme étant, comment on définit le handicap, mais on dit, voilà, c'est autour de 8-10% des personnes qui sont en situation de handicap. Ça peut être du handicap permanent, mais ça peut être du handicap aussi temporaire. Vous êtes Et non visible voilà, aussi. et non visible évidemment, parce que c'est 80% des handicaps qui sont non visibles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas résumer ça aux personnes à situation de mobilité réduite, mais ça va bien au-delà. Et effectivement, vous pouvez être en situation de handicap pendant quelques mois, pendant quelques années, dû à une maladie ou un accident. Et cette situation de handicap, il faut pouvoir la vivre et sans arrêter toute sa vie sociale, parce que c'est ça que l'enjeu du projet HIT, c'est trouver une place pour les personnes à la fois professionnellement, en formation, dans les établissements de soins, dans l'espace de vie, hein, la mobilité, on en parlait, le logement et toutes ces problématiques que chacun rencontre, et particulièrement les personnes en situation de handicap qui, elles, subissent plus difficilement les non-conformités, les non-adaptations et l'inaccessibilité parfois des lieux. Merci pour cette présentation. On va vous bousculer un petit peu au travers de 4 ou 5 questions que je souhaiterais vous poser.
Tout d'abord, vous êtes un maire sortant qui s'appuie sur un bilan matériel solide. Paradoxe de la légitimité, notamment l'abstention. En 2020, vous avez été élu donc, avec un score fleuve, mais plus d'un codané sur deux ne s'est pas déplacé aux urnes. Si vous affirmez aujourd'hui avoir fait plus que prévu, ne craignez-vous pas qu'une partie de la population se sente spectatrice plutôt qu'actrice de ces transformations? Et comment comptez-vous convaincre les 55% d'abstentionnistes que votre projet pour 2026 n'est pas seulement celui d'un bâtisseur, mais aussi celui d'une communauté retrouvée? Effectivement, on rappelle qu'en 2020, le contexte était difficile pour la participation, puisqu'on était en pleine crise Covid, enfin en tout cas dans la crise naissante du Covid, à la veille d'un confinement, et donc ça avait freiné quand même beaucoup de gens pour venir voter. Néanmoins, puisque les élections municipales sont encore, alors avant 2020, en tout cas les élections qui sont quand même plutôt plébiscitées par les électeurs, 2020 était quand même une année exceptionnelle. Qu'en sera-t-il en 2026 ? Ça dépend aussi beaucoup de l'enjeu qu'il peut y avoir dans chaque commune. On disait tout à l'heure, quand vous avez une élection qui est très disputée avec plusieurs concurrents, ça rend un peu les choses un peu plus intéressantes. Là, à ce jour, sur Caudan, par exemple, je ne sais pas s'il y aura une deuxième liste en effet, en face de la aucune nôtre. liste face à vous. Il y a une liste qui a été annoncée, mais pour l'instant qui n'est pas encore déposée, donc je ne sais pas. Jusqu'à jeudi. Il reste quelques jours, donc c'est encore possible. Donc c'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, qu'il y a effectivement un match, on va dire, dans cette élection à Caudan, puisque de toute façon, je pense que les électeurs, quelle que soit leur sensibilité, préfèrent quand il y a une adversité, quand je dis adversité dans le sens où il y a un match. Il ne s'agit pas d'être adversaire ou d'être combattant, mais en tous les cas de proposer des choses différentes, une alternative aux uns et aux autres. Et malgré tout, voilà, nous on fait le job de notre côté. On espère qu'une autre liste pourra être présente. Donc, nous, sur le territoire, à Caudan comme ailleurs, on essaie de porter des choses qui essayent de répondre aux problématiques de nos électeurs, des habitants tout simplement de la commune, et donc de les intéresser plus que les débats à l'Assemblée nationale ou dans les médias ou sur les plateaux de télé, où on voit plutôt des gens s'écharper et se traiter ou s'insulter plutôt que d'essayer de construire quelque chose. On a cette proximité quand même qui fait que les électeurs nous voient et peuvent nous interpeller et nous critiquer ou nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et ils ne manquent pas de le faire d'ailleurs. Alors parfois, on entend plutôt ceux qui râlent et ceux qui sont contents nous le disent aussi, mais de façon plus discrète. Mais on prend quand même. Sur l'évolution du centre-bourg, vous avez sécurisé le bourg en zone 30 et rénové le restaurant municipal. Mais beaucoup de communes périphériques de Lorient font face à une érosion de leur commerce de proximité au profit des zones d'activité. Votre bilan porte sur les infrastructures scolaires et les réseaux enfouis, mais quelle est la mesure phare de votre prochain mandat pour que Caudan ne devienne pas une simple commune dortoir apaisée, mais reste un centre-bourg commerçant et vibrant? Infrastructures scolaires, oui, effectivement, on a beaucoup axé là-dessus, sur les écoles, sur le restaurant municipal, et les réseaux enfouis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait on avait besoin, la commune avait des équipements, restaurant municipal et donc école publique qui n'avaient pas bénéficié de travaux depuis très très longtemps, et c'était un des enjeux ça avait été identifié en 2020, on savait que les efforts devaient porter là-dessus, sur le restaurant municipal c'était déjà engagé en partie, et donc on a été, quand je disais qu'on a été plus loin, c'est ce que vous rappeliez, parce qu'on l'a dit lors de la déclaration de candidature, effectivement c'était le fait on avait, nous, imaginé un certain nombre de choses, mais on a voulu, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai voulu aussi traiter les choses de façon complète. C'est-à-dire, quand vous rénovez le bâtiment scolaire, un restaurant municipal ou une école, vous ne vous contentez pas de remettre un coup de peinture ou de refaire les fenêtres et des choses comme ça. Non, on a traité les choses de façon globale, c'est-à-dire on s'est attaché avec des bureaux d'études qui ont fait un certain nombre d'études ou de pré-études pour évaluer les travaux, estimer tous ces travaux-là et faire une programmation complète, donc de rénovation énergétique, mais aussi de remplacer toutes les installations électriques, les traitements, rajouter du traitement d'air, faire de l'isolation thermique par l'extérieur, changer les luminaires, etc. Donc tout ça pour abaisser les consommations énergétiques et pour améliorer la qualité de vie des enseignants et des enfants dans ces écoles. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu bénéficier d'un certain nombre d'aides financières qui nous ont permis d'aller plus loin, c'est-à-dire sans dépenser plus pour la commune, d'avoir un résultat complet, et sur lequel c'était un peu ma démarche, moi, de dire, si on prend un bâtiment, on le traite, on va de A à Z, on fait tout ce qui est à faire,
Et il ne s'agit pas d'avoir un chantier perpétuel sur lequel on va revenir tous les ans. Nous, on répond avec ce qu'on a fait pour nos écoles publiques, on répond au niveau 2040 du décret tertiaire qui a été annoncé. Donc on a plus de 10 ans d'avance sur ce qui devait être fait. Et il ne suffira pas grand-chose pour être conforme au 2050. Donc on a préparé les choses de façon complète. Et on sait qu'on n'aura pas à revenir dessus. En tout cas, ceux qui seront présents en 2026, après mars, ils n'auront pas à gérer ces écoles-là. Elles sont faites, elles sont prêtes, et y compris pour la végétalisation des cours d'école. Donc c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de réseaux enfouis. Le traitement global des quartiers qu'on a gérés, c'était pas simplement d'enfouir les réseaux, c'était une chose. Mais ça, c'était plutôt la conséquence ou l'opportunité, mais c'était surtout de végétaliser les espaces publics. C'est-à-dire de rendre les espaces publics mieux partagés, puisqu'ils étaient conçus dans les années 70, donc très orientés vers les véhicules. Donc l'idée, c'était de dire, bien sûr qu'il faut des routes, bien sûr qu'il faut des places de stationnement, mais il faut aussi aménager des jeux, créer des espaces verts, désimperméabiliser les espaces publics, planter des arbres, et c'est tout ce qui a été fait dans les quartiers qu'on a rénovés, et c'est ce qu'on prévoit de continuer à faire pour d'autres quartiers qui ont aussi une cinquantaine d'années et puis qui sont arrivés en bout de course. Oui, on enfouit les réseaux, parce que quand vous baladez dans certains quartiers où vous avez tous des fils qui traînent partout, c'est plutôt laid, donc ça coûte de l'argent, effectivement, mais il y avait un quartier renouvelé avec des maisons qui n'ont pas changé, mais avoir changé tous les espaces publics donne un cachet différent au quartier, donc je pense que c'est ce qu'on a appliqué. Vous l'avez évoqué, le coût du plus. Vous venez donc de lister plusieurs chantiers avec plusieurs millions. Dans ce contexte de dotation de l'État qui stagne, où les coûts de l'énergie aussi pèsent sur les budgets municipaux, ce surplus de réalisation, est-ce qu'elles n'ont pas entamé les marges de manœuvre financières de Codan pour les 6 prochaines années? Alors en fait, on avait des marges, on avait une dette pour la commune de Codan en 2020 qui était très faible, qui était un tout petit peu plus de 2 millions d'euros, aux 2 millions d'euros on va dire pour arrondir. Là, on est à 4,4, c'est-à-dire qu'on a pris 2,3 millions d'euros en plus. Et on a investi largement, en fait on a profité en 2020, 2021, 2022, 2023, on était dans la crise Covid, sortie de crise Covid, il y avait des plans de relance gouvernementaux, et même au niveau européen. Et on a été, par rapport à nos projets qu'on avait déjà préparés, on a été opportuniste, c'est-à-dire qu'on avait prévu de rénover nos écoles. Il y a eu des appels à projets européens et français pour aller sur la rénovation énergétique des écoles, puisque c'était la crise énergétique qui démarrait en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a nos projets qui étaient ficelés, et on a été chercher des subventions. Et par exemple, pour nos écoles, on était à 60% de subventions. Les végétalisations des cours d'école qu'on a achevées là, en septembre dernier, ça nous est revenu à 38%. C'est-à-dire que par rapport à l'investissement, avec 1,1 million d'euros hors taxe, on n'a payé que 38%. C'est-à-dire que le reste a été payé par nos partenaires, l'État, la région, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu investir beaucoup plus, parce qu'on a été chercher des subventions sur l'ensemble du bilan 2020-2026. C'est 4,4 millions d'euros de subventions qu'on a été chercher, que j'ai été chercher, ou que les services ont été cherchés auprès de l'Europe, de l'État, de la région, du département, de l'agglo. Et donc, c'est vrai que c'est pas un exercice facile. Non, mais en tout cas, il faut venir avec des projets globaux. Et moi, je l'ai bien constaté, si vous arrivez avec un truc, vous prévoyez de refaire le carrelage de votre école, il n'y a rien à voir. Vous passez à côté de tout ça. Vous arrivez avec un projet, vous dites je vais réduire mes consommations de gaz à effet de serre de 50%. Et bien là, votre dossier il est regardé, et là, vous avez un maximum de subventions. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir financer des projets. C'est pour ça que quand je dis plus, c'est qu'on n'avait pas forcément prévu de faire autant ou aller aussi loin. Mais on a profité à plein des subventions qui tombaient à l'époque. C'était le quoi qu'il en coûte. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, mais en tous les cas, notre rôle, c'était aussi d'en faire bénéficier les Codanais. Et c'est ce qu'on a fait. On ne pourra pas le renouveler, cet exercice-là, en 2026-2032. Ça, c'est sûr. On sait bien que les dotations de l'État ou les fonds, de façon générale, fonds publics, vont diminuer. Donc, on va devoir adapter aussi cet investissement. Mais ça aurait été une erreur de ne pas en profiter. Et pour revenir sur la partie dortoir, parce que je n'ai pas trop répondu là-dessus, c'est vrai que il y a cette image-là, un peu, effectivement, de toutes les communes périphériques, un peu, qui sont à 10 ou 15 minutes de Lorient, de cette vision un peu cité dortoir. Bon, on a essayé de lutter contre ça quand même. On a fait toute une série d'événements qui rythment l'année. On a créé donc ce qu'on appelle, nous, le Codan en fête son 13 juillet pour la fête nationale. On a les courses de caisse à savon, vous en savez quelque chose, parce que c'est présent. D'autres animations comme ça qui permettent de rassembler la population. Il y a quelques centaines, quelques milliers de personnes qui viennent et qui participent ensemble à un événement festif.
des choses simples, hein, de la musique, on mange, on boit un coup, on va voir un spectacle. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas, qu'on a réussi à faire pour mobiliser un peu les gens, pour créer un peu cet esprit village. Et on va essayer en 2026-2032 d'aller un peu plus loin. On va proposer un budget participatif. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait Ce qui porté. n'était pas le cas Non, on auparavant. l'avait pas apporté. C'était pas quelque chose que naturellement, moi, je n'étais pas trop là-dessus. Mais on voit que si ça peut être un moyen d'aller chercher des gens qui vont venir avec des projets pour la commune. Bien sûr, il y aura du tri, il y aura une analyse, il y aura une sélection à faire. Ça, c'est normal. Il ne s'agit pas d'ouvrir la caisse et puis de demander aux gens de servez-vous, mais de voir quelles sont les personnes qui portent ces projets et de les accompagner. Sur l'identité de Caudan dans l'agglomération, donc vous êtes un maire de sensibilité centre droit, sans étiquette. Vous naviguez au sein d'une agglomération de Lorient aux équilibres politiques un peu complexes, sur des dossiers sensibles comme le logement social ou la gestion de l'eau. Où se situe la ligne rouge de Fabrice Velli? Êtes-vous prêt à vous opposer aux orientations de l'agglomération si elles contredisent les intérêts spécifiques des Caudanais ou pas? Alors, on parlait de la composition de la liste. Dans les critères aussi dont je n'ai pas parlé, c'est les sensibilités politiques. Comme moi, je l'ai dit, effectivement, j'ai été élu, enfin candidat en tout cas au département sur une position plutôt centre-droit. Individuellement, je le masque pas, il n'y a pas de difficulté avec ça. Néanmoins, pour les gens qui m'accompagnent, moi, j'ai pas d'exigence particulière. Ce que je voulais pas, c'est des gens qui viennent d'un extrême gauche ou l'extrême droite, parce que ça, on voit bien que partout où ça se passe, c'est source de conflits et ça génère pas grand-chose de bien à part du chaos. Et donc, c'est pour ça que dans ma liste, il y a des gens probablement de centre-gauche, centre-droit. Après, par rapport à l'agglo, sur les logements sociaux, bon, ce sont des obligations fixées par la loi. On a Certaines communes ne les respectent Ouais, pas. alors On nous, préfère payer des amendes plutôt voilà, que... nous on a un objectif de 20%, on est à 17% aujourd'hui, donc on respecte pas les 20%, mais il y en a peu qui respectent les règles, hein. Il y a des grandes villes comme Lanester, Hennebont, Lorient, je pense qu'ils doivent les respecter, 3-4 villes, et puis tout le reste, ils sont pas bons. Et nous, on est à 17% pour 20%. Donc, la fameuse règle des 20%, elle est un peu injuste, puisque nous, on a 3300 foyers à peu près, la moitié est en campagne, la moitié est dans le centre-ville, mais votre taux de 20%, il est basé uniquement sur le centre-ville, parce que vous ne pouvez pas construire de collectifs à l'extérieur, parce que ce sont la loi littorale, la loi Allure, la loi Elan, enfin toutes ces lois-là interdisent la construction à l'extérieur. Donc le dénominateur, c'est pas 7400 habitants et 3400 foyers, c'est en fait la moitié. Mais voilà, le taux, donc forcément le ratio, il est plus le même. Donc en tout cas, bon, c'est comme ça, on fait avec. Sur les logements sociaux, voilà, c'est une règle qui s'applique. Des lignes rouges, il n'y en aura pas plus. Le seuil de 20% passerait à 25% de ce qu'on entend. Bon, je ne crois pas que le décret soit paru, mais ça devrait pas tarder. Je pense que c'est le genre de modifications qui vont provoquer non pas une augmentation de la croissance des logements sociaux, ça va juste augmenter les pénalités des villes qui seront concernées. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de pénalité parce que quand vous vendez un terrain pour construire un logement social, vous ne le vendez pas au prix du terrain que vous vendez pour un logement collectif privé. Donc la moins-value, elle vient au débit des pénalités. Donc du coup, ça vous permet pas, enfin nous en tout cas, ça ne nous permet pas de payer de pénalités. Mais peut-être qu'avec les nouvelles règles, on va devoir en payer parce que le seuil, on sera moins bon. On aura toujours 17%, mais notre objectif sera plus de 20, mais de 25. Bon, ça c'est je pense, c'est des tours de passe-passe un peu de l'État pour augmenter les pénalités. Il y a un équilibre à respecter, il ne s'agit pas d'aller construire des logements sociaux partout, parce qu'il y a un tissu pavillonnaire à Caudan qui s'y prête pas, tout simplement. Donc on peut pas, il faut respecter des choses, donc on y arrivera probablement, mais c'est vrai que si le seuil augmente au fur et à mesure qu'on s'en approche, forcément on n'y arrivera jamais. Donc après les lignes rouges, on a la zone d'activité de Carpon. Donc c'est une zone sur laquelle c'est un poumon économique pour l'agglomération, puisque c'est quand même une source de richesse importante, pour la ville aussi, mais surtout pour l'agglo. Donc il y a un aménagement qui est prévu de Carpon porté par l'Orient Agglomération. Il y a des aménagements cyclables qui sont prévus par l'agglo aussi pour le compte du département. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles l'Orient Agglomération s'est engagé vis-à-vis de la commune. Donc ça fait partie des choses on aurait du mal à admettre que ça soit remis en cause. L'agglomération, c'est quand même un bassin de vie, 25 communes, on a des intérêts communs en termes de mobilité, de traitement des ordures ménagères. Caudan accueille l'usine de traitement des ordures ménagères depuis des décennies. Donc la démarche qui a été mise en œuvre par Fabrice Lober depuis 6 ans veille aussi à respecter les intérêts des communes, de toutes les communes, c'est-à-dire pas forcément celles qui sont uniquement dans la majorité, mais l'ensemble des communes. C'était pas forcément le cas avant, c'est-à-dire qu'avant vous aviez une majorité qui avait des choses aussi, qui imposait des choses. Et là il y a eu un dialogue quand même qui a été renoué avec une place qui avait été laissée, donc
aux différents maires, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur position dans ou à l'extérieur de l'exécutif de l'agglo, pour que les intérêts de chaque commune soient préservés. Il y a les sujets des gens du voyage qui font partie des difficultés. Ici, c'est jamais bien, c'est jamais suffisant. Il y a toujours des difficultés avec les occupations illégales que les communes subissent régulièrement, à Caudan comme ailleurs. On en a actuellement sur les terrains privés. Et voilà, il y a peu de réponses qui sont apportées. Là, c'est un sujet plutôt régalien, on va dire, mais pour autant, on n'a pas beaucoup d'accompagnement. Et on subit ça comme toutes les autres communes, comme l'Anester ou Lorient ou Pleumeur, parce qu'on est souvent des communes littorales qui sont soumises à ces occupations illégales. Il y aura un nouvel exécutif avec un nouvel équilibre en mars ou plutôt en avril 2026, donc on verra ce qu'il en ressort. En tout cas, nous, à Caudan, on s'inscrit dans cette majorité sortante. Il y a du travail de fait qui a été bien fait, je pense. Il y a des projets, j'en parlais tout à l'heure du projet HIT, qui lui, typiquement, un projet transpartisan. C'est des politiques qui sont portées par l'agglo depuis déjà des décennies. Dans les années 70, il y avait déjà Carpap, il y avait déjà cette façon de voir les choses différentes à Lorient que dans d'autres territoires. Et ça, je pense que c'est des choses qui resteront quoi qu'il arrive. Et sur l'usure du pouvoir et le renouvellement, c'est votre deuxième mandat ? Deuxième mandat comme maire, oui. Comme maire, vous repartez donc avec la liste Vivons Caudan. Entre la gestion d'un restaurant municipal, comme on l'a dit tout à l'heure, à 3,5 millions et la végétalisation des cours d'école, quelle est la part de surprise finalement et d'innovation que vous réservez à vos électrices et vos électeurs ? Et considérez-vous que la stabilité et la continuité sont les seules attentes des habitants dans le climat actuel ? Je ne sais pas si ce sont les seules attentes, en tout cas c'est une attente importante de effectivement la continuité, la stabilité. On parlait d'investissement, il faudrait parler aussi de fiscalité, puisque à Caudan, on a une fiscalité, on a les taux d'imposition les plus bas parmi les 25 communes de Lorient Agglomération, donc auxquels les Caudanais sont attachés. C'est-à-dire qu'ils savent que leurs impôts sont un peu moins élevés à Caudan qu'ailleurs, même si ça peut augmenter puisqu'il y a eu des revalorisations des bases, etc. En tous les cas, cette stabilité, cette continuité, je pense qu'elle est plutôt souhaitée, mais de façon générale, on voit souvent on dit souvent que les maires, il y a une prime au sortant qui est importante. D'autant que vous n'avez qu'une liste pour l'instant. Oui, même tout ça, et même quand vous avez plusieurs listes, il y a quand même le maire sortant a toujours une prime au sortant, je ne sais pas combien on peut l'estimer. Même si on est sortant, dans mon bureau municipal, il y a à peu près 6 sortants sur les 9, donc il y en aura 3 nouveaux qui arriveront. Parmi les élus, donc je vous disais, il y a 12 sortants et puis le reste des nouveaux. Donc le renouvellement, il vient aussi de là, c'est-à-dire que c'est des nouvelles personnalités qui arrivent, donc qui ont amené déjà dans le programme des certain nombre de choses et qui, dans l'exercice courant de la fonction d'élu, elles auront aussi, ou ils auront des choses à apporter, une vision différente aussi. Et puis nous, en tant qu'élus sortants et en tant qu'élus en place, justement, nous challenger aussi, nous remettre un peu en cause pour essayer de proposer de nouvelles choses. Donc je vous disais tout à l'heure, là, un budget participatif sur Caudan, c'est pas des choses qu'on faisait. Donc ça, dans votre programme, c'est une nouveauté. Ça sera une nouveauté. Il y en aura d'autres. Alors on va essayer, par exemple, parce qu'en fait, l'enjeu, nous, c'est effectivement d'impliquer. On va essayer d'impliquer un peu plus les gens. Alors on l'a fait par différents moyens, mais on essaiera d'aller un peu plus loin. On a pas mal créé d'associations. On a généré des associations pour aller remplir, s'occuper de jardins familiaux. On a créé une association pour proposer l'outil en main pour les gamins, leur faire découvrir les métiers manuels. On va continuer de le faire parce qu'on voit que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec un projet, que vous mobilisez la population, vous leur dites voilà ce qu'on voudrait qu'on fasse, c'est plutôt une association qui va faire ça. On fait des réunions publiques, on invite les gens et ça mord, les gens viennent. On a permis, il y a 12 gamins chaque année qui découvrent des métiers manuels et ce sont des anciens professionnels, des personnes en retraite qui font découvrir, pas forcément leur métier, parce que c'est pas, on a des couvreurs, on a des peintres qui font découvrir leur métier, mais ça peut être une mamie qui va faire découvrir la cuisine ou la couture et ça marche très bien. C'est-à-dire que vous avez des personnes en retraite qui passent leur mercredi après-midi à s'occuper de gamins qui ont 12 ans et qui leur font découvrir des métiers. Donc ça fait partie des fiertés qu'on a aussi nous pour la commune. Et on va essayer de continuer. On va essayer de mettre en place par exemple une réserve communale sécurité civile, parce que c'est quelque chose qui pourrait aussi rendre des services en cas de pépin. Bon, on n'est pas soumis trop aux inondations nous heureusement, mais il peut y avoir d'autres catastrophes. On a vu avec Chiaran qu'on était soumis quand même à des aléas climatiques et donc ça peut être intéressant d'avoir aussi des bénévoles sur qui on peut compter. On en a déjà, mais on voudrait le structurer un peu plus. On va essayer de mettre en place une commission jeune parce qu'on a un conseil municipal junior, mais c'est plutôt des gamins qui sont plutôt en école primaire, enfin élémentaire. Donc là, on voudrait aller un peu plus loin, mais de façon un peu informelle, parce qu'on sait que les gamins, les ados, là, on a du mal à les mobiliser sur du long terme. Donc
on veut essayer de les mobiliser sur des projets un peu plus courts pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, s'investir. Et puis après, voilà, c'est pas trop long, ils passent à autre chose parce qu'on va pas on peut pas les garder trop longtemps. Mais pourquoi pas aller sur la décoration aussi de lieux publics avec des fresques. On a un pont, là, je discute avec on se dit peut-être que sur un pont là, qui pourrait être décoré, ça peut être des gens où la culture peut trouver une place aussi au milieu de la ville. Dans le cadre du budget participatif. Dans le budget participatif ou pas d'ailleurs, peu importe, ça peut Mm. se faire autrement. Et ça peut avoir un impact aussi important et en termes de plaisir, de vivre ensemble, parce que c'est ça qu'on veut, c'est favoriser le vivre ensemble de la population, quels que soient les profils, quel que soit l'âge, etc. Donc c'est pour ça qu'on a notre liste s'appelle Vivons Codan, c'est bien ça, on met l'accent sur ce vivre ensemble. On arrive au terme de cet échange et je vous remercie beaucoup. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Je souhaite quand même que l'ensemble des électeurs s'intéressent aux élections municipales dans leur commune, à Codan comme ailleurs. Je ne sais pas si c'est un sujet de préoccupation majeur, mais c'est quand même un enjeu qui n'arrive que tous les 6 ans, donc c'est le moment de s'intéresser au sujet, d'aller voir, de participer aux réunions publiques, de participer à ce que peuvent présenter ou proposer les candidats partout, parce que forcément il y a au moins une liste, sur les 25 communes de l'Agglo, il y en a au moins une partout quand même, et donc mobilisez-vous quand même, participez à tout ça, parce que je pense que les électeurs peuvent marquer leur investissement, leur intérêt en tout cas, parce que quand vous êtes candidat pour des fonctions d'élus, c'est un engagement et c'est vrai que le fait de participer à cet engagement, de répondre présent aussi aux différentes sollicitations, c'est aussi une marque d'intérêt qui peut encourager les élus dans leurs fonctions quand ils seront élus et qu'ils auront à mettre en œuvre leur programme. On entend souvent sur les réseaux les gens qui critiquent, qui disent voilà c'est pas bien, machin, ils râlent. Mais engagez-vous, comme disait dans Astérix la Légion romaine, engagez-vous parce que les candidats qui sont là partout, quelle que soit leur couleur politique, ils apprécieront, je pense, de voir aussi la participation et des choses qui arrivent et qui montent du terrain pour enrichir leur programme, même si c'est pas écrit dans les documents électoraux, ça pourra servir, je pense, dans les années à venir. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je souhaite à l'ensemble des candidats du Pays de Lorient. Fabrice Velli, maire de Codan, donc Vivons Codan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite une bonne campagne.